dernière conférence, nous allons entendre un texte de Christian Sorel, qui malheureusement n'a pas pu venir, en raison des circonstances actuelles, la pandémie. Christian Sorel est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lyon 2, membre du laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, correspondant du comité pontifical des sciences historiques, membre du conseil d'orientation du Centre national des archives de l'Église de France. Il a beaucoup publié sur le catholicisme au XIXe et XXe siècle et nous a transmis son texte sur le Père Hermann et la restauration du couvent des Carmes de Lyon. Alors maintenant, nous allons aborder à travers l'exemple de Lyon, Hermann comme fondateur de couvent. Merci à Jean-Emmanuel de bien vouloir nous lire le texte. Donc le titre de cette conférence est « Au cœur d'une capitale religieuse, le Père Hermann et la restauration du couvent des Carmes de Lyon ». Les organisateurs de la journée d'études toulousaine du 14 mars 2020 m'ont invité à évoquer l'œuvre lyonnaise du Père Augustin-Marie du Très-Saint-Sacrement, Hermann Cohen, connu de ses contemporains sous le nom du Père Hermann. La tâche est à la fois aisée et délicate. Les principaux matériaux ont été collectés par le premier biographe du religieux, l'abbé Sylvain, qui a largement puisé dans le récit de fondation des « Annales des Carmes d'Échaud », dont il affirme qu'il, citation, « est tout entier de la main même du Père ». Ils ont été repris et complétés récemment par le Père Morguin dans le respect des règles de la critique historique. Sauf découverte inattendue, le corpus est donc bien identifié. Il est surtout de nature hagiographique, faute de correspondance et de sources administratives. Aux articles de presse, rapides pour la plupart, s'ajoutent des récits et des témoignages qui visent à enregistrer et à transmettre la mémoire des acteurs et des lieux dans une écriture qui mêle les faits précis et les anecdotes non datées afin de bâtir la réputation de l'ordre et du Père Hermann. L'historien doit tenir compte de ce prisme pour situer le retour des Carmes dans la ville de Lyon, véritable capitale religieuse de la France au milieu du XIXe siècle, et préciser l'action personnelle du Père Hermann. La prudence s'impose pour éviter de surinterpréter les données. Les questions ne manquent pas en effet sur le sens de la fondation ou refondation, sa dimension individuelle ou collective, les réseaux qui la favorisent et son ancrage spirituel, parfois négligé par une historiographie prévenue contre les dérives hagiographiques d'hier et d'aujourd'hui, et plus attentive à l'interface entre les églises et la société qu'au cœur de l'expérience religieuse. Premièrement, un prédicateur à Lyon. Le premier séjour du Père Hermann à Lyon date de mars 1853, à l'invitation de la Société de Saint-Vincent de Paul. Baptisé dans l'Église catholique en 1847, il a rejoint les Carmes en 1849 et a été ordonné prêtre en 1851. Sa réputation de juif converti, de musicien et de prédicateur le précède et la presse s'en fait l'écho. Le 13, à Saint-Bonaventure, il donne un sermon de charité. Le 14, à Saint-Polycarpe, il se fait organiste, tandis qu'un capucin prêche. Il revient dans la ville dès la fin mai, puis en avril 1854, pour un nouveau sermon de charité à Saint-Bonaventure. L'année suivante, il assure la prédication de l'Avent et joue de l'orgue à la primatiale Saint-Jean-Baptiste. En décembre 1857, il est à nouveau sur les bords de la Saône pour l'Avent et prêche à Saint-Martin-d'Ainay en faveur de l'association du Saint-Enfant Jésus. Plusieurs de ses confrères sont également invités durant ces années, comme les pères Marie-Louis du Sacré-Cœur de Jésus et Alexis de Saint-Joseph. L'attraction de Lyon n'est pas étonnante. Deuxième centre urbain de la France, avec plus de 250 000 habitants en 1856, l'antique capitale des Gaules connaît une forte croissance démographique portée par l'industrialisation et le commerce. Marquée par les épreuves de la Révolution, et en particulier la répression sanglante de l'insurrection fédéraliste de 1793, elle est un pôle du militantisme républicain et du socialisme naissant, alimenté par les révoltes des Canuts en 1831, 1834 et 1848. Elle est aussi un des foyers les plus vivants du catholicisme français,
dotée d'une capacité d'initiative et d'entraînement à l'échelle du pays, même si elle doit compter avec les ambitions parisiennes à partir de la décennie 1850. À sa source, on peut identifier une dynamique sacrificielle qui associe le martyre et le militantisme dans la mémoire des événements révolutionnaires. Mémoire sociale, mémoire ecclésiale, mémoire familiale. La leçon de la résistance du catholicisme réfractaire, entre guillemets, associe le sens de la tradition et l'esprit de conquête, l'action charitable et la vocation spirituelle, l'impératif sacramentel et l'inventivité apostolique. Elle nourrit les œuvres des auteurs de l'École mystique de Lyon, dirigée contre l'esprit des Lumières et les excès de la raison, mais guidée aussi par la quête d'un accord entre la foi et la raison, une arme contre l'anticléricalisme d'une fraction des élites de la Restauration et de la monarchie de Juillet, à distance du traditionnalisme et du fidéisme. Dans ce contexte, la reconstruction religieuse a été rapide sous la double impulsion du clergé et des notables, malgré les difficultés institutionnelles liées à l'exil romain de l'archevêque de Lyon et oncle de Napoléon, le cardinal Fesch, persona non grata dans la France des Bourbons et des Orléans. La nomination en 1839 de Monseigneur de Bonald a conforté le processus qui atteint son apogée dans la décennie 1850. Fils du théoricien de la contre-révolution Louis de Bonald, légitimiste convaincu, il s'accommode néanmoins des régimes successifs dont les relais locaux n'hésitent pas à s'appuyer sur l'Église pour conforter le maintien de l'ordre public après les récentes explosions sociales, à l'exemple du préfet du Second Empire, le sénateur Weiss. Celui-ci, persuadé de l'importance des remèdes moraux, soutient l'entreprise de restructuration des territoires paroissiaux amorcée dès 1841 pour faire face à la densification de la population et à l'urbanisation de la rive gauche du Rhône. 12 paroisses sont créées entre 1841 et 1861, dont 8 après 1850, ce qui porte le total à 30, soit 22 au lieu de 16 sur la rive droite de la Saône et la Presqu'île, 8 au lieu de 2 sur la rive gauche du Rhône. La charge pastorale paroissiale reste cependant supérieure sur cette dernière, qui abrite une population ouvrière en augmentation rapide et ne bénéficie pas du même nombre d'aumôniers, d'enseignants, prêtres habitués et religieux. La majorité des établissements congréganistes s'installent en effet dans les quartiers centraux et conquièrent peu à peu les pentes de la Croix-Rousse et de Fourvière, qu'il s'agisse des ordres et des congrégations dispersées par la Révolution ou des créations du XIXe siècle. Le flux est constant depuis 1795 et surtout 1802. Jusqu'en 1859, il concerne au moins 35 instituts qui ouvrent une cinquantaine d'établissements dédiés à l'enseignement, l'assistance, la prédication et la contemplation ou voués à plusieurs activités. La prééminence féminine est écrasante, avec en son sein, selon un schéma bien connu, une place décisive pour les filles séculières, entre guillemets, qui appartiennent à des familles nationales, comme les Filles de la Charité, Paris, et les Sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, Angers, ou à des familles locales, comme les Sœurs de Saint-Joseph de Lyon et les Religieuses de Jésus-Marie. Les instituts masculins sont au nombre de 6, 2 congrégations de frères enseignants, les frères des écoles chrétiennes et les frères maristes, et 4 ordres, la Compagnie de Jésus, les frères de Saint-Jean-de-Dieu, les Capucins et les Dominicains, établis sur la rive gauche du Rhône en 1856, peu avant l'installation des Carmes. Les notables laïcs ne sont pas étrangers à l'essor des congrégations qui constituent des points d'appui pour le développement des œuvres dans une cité que l'abbé Bèze salue en 1840 comme la ville des aumônes. En ce domaine, le rôle décisif appartient à la congrégation des Messieurs, créée en 1802, et marquée par un double héritage, celui des Jésuites, transmis par les Pères de la Foi, qui perpétuent la compagnie, dissoute en 1773, et celui de la lutte contre-révolutionnaire, prolongée par le soutien apporté à Pie VII contre Napoléon. Réseau secret, lié au monde des affaires, la fabrique, et du droit,
Elle vise à christianiser les notables et à influencer toute la société en soutenant les projets de personnalités comme Claudine Thévenet ou Pauline Jaricot, dont les initiatives illustrent le sens social, l'ouverture à l'universel et la quête spirituelle d'un catholicisme lyonnais soucieux de réalisation. Association des réparatrices du cœur de Jésus, Association de la propagation de la foi, Association du rosaire vivant, Filles de Marie, Usine modèle, Refuge entre guillemets ou Providence entre guillemets congréganiste destiné aux apprentis et pris comme cible en 1847-1848 par les ouvriers qui voient en eux une concurrence déloyale et un symbole de la puissance cléricale. La congrégation des messieurs reste très active après la crise de 1848. Celle-ci accentue le sentiment d'urgence dont témoignent aussi les lettres pastorales du cardinal de Bonald, qui censure les abus du capitalisme libéral, déplore l'asservissement de l'homme à la machine et condamne les solutions socialistes en invitant les patrons à une action paternaliste ordonnée à un objectif de justice, en particulier dans le domaine des salaires. Enjeu économique, la question sociale reste d'abord une question morale, et les œuvres semblent la réponse adéquate. La congrégation des messieurs continue à les promouvoir avec l'aide de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, née à Paris en 1833 et introduite à Lyon en 1836. Une osmose relative s'établit entre les deux groupes. Une fois surmontée la rivalité des capitales et la réserve de nombreux notables à l'égard des options politiques et religieuses du fondateur, Frédéric Ozanam, figure du catholicisme libéral. Des écarts demeurent cependant, et le président de la société, Laurent-Paul Braque de la Perrière, refuse de rejoindre la congrégation. Mais les deux groupes privilégient l'action paroissiale, même si certains acteurs en perçoivent l'insuffisance dans une société en mutation rapide. C'est le cas d'un jeune bourgeois, Camille Rambaud, qui s'intéresse à l'éducation des enfants de la Guillotière à partir de 1850 et bâtit la Cité de l'Enfant Jésus après les inondations tragiques de 1856. Il obtient la collaboration d'un jeune prêtre, Antoine Chevrier, converti aux pauvres par un choc spirituel vécu durant la nuit de Noël 1856. Mais les choix des deux hommes divergent ensuite, et, alors que le premier s'oriente vers l'accueil des vieillards, le second crée l'œuvre du Prado, tournée vers la catéchèse des jeunes. Cette mobilisation se déploie dans un climat spirituel marqué par une intransigeance accrue par les événements récents, notamment les menaces contre le pouvoir temporel du pape Pie IX, exilé à Gaète de 1848 à 1850. Les élites blanches, entre guillemets, on lit en note le blanc est le symbole de la légitimité dynastique et, par extension, de la contre-révolution, retour au texte, les élites blanches donc, dont le quartier d'Aîné est le bastion au cœur de la presqu'île, développent une stratégie de résistance avec l'appui de la Compagnie de Jésus, préférée aux dominicains, enseignants présents au collège d'Oulin et plus proche du catholicisme libéral. Ballottés d'exil en retour, les disciples de saint Ignace forment leur fils au collège de Montgré, ouvert en 1854, sous le régime de la loi Fallou, favorable à l'enseignement libre, après les avoir éduqués à Fribourg, de 1827 à 1847. Hostilité à la Révolution, attachement aux jésuites, fidélité aux Bourbons, dévouement au pape, soutien aux œuvres sont au cœur de l'engagement de personnalités comme Prosper Ducas ou Johannes Blanchon. Le premier, négociant, banquier et préfet de la congrégation des messieurs, est le créateur en 1845 de la Gazette de Lyon, légitimiste. Le second est le secrétaire de la commission de Fourvière, organisée par le cardinal de Bonald pour étudier le projet de nouvelle église dédiée à Marie par la colline qui prie, après l'inauguration, le 8 décembre 1852, de sa statue monumentale sur le clocher de la vieille chapelle. Expression de la foi mariale des Lyonnais, au moment où le culte de la Vierge connaît un renouveau dans tout le pays, l'œuvre du sculpteur Fabiche symbolise la vitalité religieuse de la cité, mais elle revêt une valeur prophylactique face aux révolutions
et incarne la lutte de l'Église souffrante et militante dans l'espérance du triomphe promis aux croyants, comme la définition dogmatique de l'Immaculée Conception le rappellera 2 ans plus tard. Entre Lyon et Rome, une proximité se construit, malgré la résistance du particularisme liturgique. On lit en note, le clergé urbain est attaché au rite lyonnais et il faut attendre 1864 pour que le Saint-Siège accepte la transaction proposée par le cardinal de Bonald entre ses partisans et ceux du rite romain. Retour au texte. En 1851, Pie IX confirme à l'archevêque de Lyon la possession du titre honorifique de primat des Gaules, dans une démarche de réaffirmation de ses pouvoirs après la crise et de défiance à l'égard de l'héritage gallican parisien, frein à la romanisation en cours du catholicisme national. C'est dans ce contexte que le père Hermann prend la parole dans les chaires lyonnaises. Il le fait d'abord dans le cadre de réunions d'œuvres qui utilisent la notoriété du prédicateur pour séduire les donateurs. En mars 1853, ses sermons de charité en faveur de la Société de Saint-Vincent de Paul permettent la collecte de 6 000 francs. Et lui-même n'échappe pas au vertige du succès selon la pente de son tempérament. « Je reviens de Lyon enivré de consolation de toute espèce, c'est à n'y pas croire », confie-t-il à un correspondant. En 1857, il se met au service de l'Association du Saint-Enfant Jésus, qui permet à un enfant riche de patronner un enfant pauvre, en lui donnant des vêtements, en communiant pour la première fois le même jour que lui, et en le suivant au long de sa vie. Parallèlement, le père Hermann assure des stations pour l'Avent et le Carême, c'est-à-dire des cycles de prédication. Dans les 2 cas, il s'agit d'une démarche classique que le père Lacordaire a renouvelée en montant en 1835 dans la chaire de Notre-Dame de Paris sous l'habit dominicain. En décembre 1855, du reste, son second successeur, le jésuite Joseph Félix, donne un sermon à la primatiale en faveur de l'association de la propagation de la foi à l'occasion de la fête de Saint-François-Xavier, en présence du père Hermann, qui entonne des cantiques. Cette pratique n'échappe pas à la mondalité, et la presse commente volontiers le style des prédicateurs dont elle annonce la venue. Il est vrai que le sujet d'actualité depuis les années 1840, avec la réédition des grands orateurs sacrés, la publication de sermons inédits et la création de périodiques spécialisés pour aider le clergé. Les débats sont nombreux sur les modèles anciens, les audaces du verbe romantique, les genres, sermons, prônes, homélies, avis, panégyriques, conférences, les divisions du discours, les figures rhétoriques ou l'onction. La parole du père Hermann tranche dans ce tableau. Le salut public ne manque pas de souligner en 1854, alors que la Gazette de Lyon avait salué une année plus tôt la, citation, « parole pleine d'onction » du jésuite Lavigne, fidèle aux règles, donc citation du salut public, vouloir juger les formes oratoires ou le caractère littéraire des discours du père Hermann, c'est, jusqu'à un certain point, leur faire injure. Il y avait des longueurs, des répétitions, des obscurités, une allégorie vague et quelquefois trop prolongée, des écarts de sujet. Fin de la citation. Mais la force du religieux vient de son implication personnelle. Citation. Ce qui domine dans ces improvisations, c'est l'accent de l'âme et le cri de la foi. L'auditeur était subjugué, tous les yeux étaient pleins de larmes. Quelle que soit la simplicité de la forme, si l'âme du prédicateur est pleine de Dieu, il possède l'élément le plus fécond de l'éloquence. Fin de la citation. Autre citation. Il parlait sans prétention et trouvait dans son cœur ardent une éloquence qui gagnait les âmes. Plus d'un pécheur récalcitrant aux démonstrations les plus convaincantes rendait les armes et revenait à la foi. Fin de la citation. Ajoute un témoin cité par l'Écho de Fourvière après sa mort. Nous ne possédons guère de transcription des discours lyonnais, et il serait délicat du reste d'en évaluer la portée sans entendre la voix du prédicateur, et sa résonance sous les voûtes de Saint Bonaventure ou de Saint Jean-Baptiste, sans voir ses gestes,
sans apprécier les réactions de son auditoire. Le sermon pour l'association du Saint-Enfant Jésus, publié par l'abbé Sylvain, n'est pas totalement représentatif, dans la mesure où il s'adresse aux enfants. Il est néanmoins révélateur par la place accordée à l'Eucharistie. Citation, « Vous ne pouvez comprendre ce que c'est que le désir de la Sainte Communion quand on est encore juif ou infidèle, mais décidé à être à Jésus. » Fin de la citation, déclare-t-il après avoir raconté la conversion douloureuse de son neveu. Le père Hermann ne discute pas de la pauvreté en théoricien de la question sociale. Il parle de Jésus, oublié ou trahi dans le siècle des révolutions, et s'adresse aux âmes invitées à un choc salutaire. Il propose un chemin personnel exigeant, étranger aux pieuses industries du zèle, prônées par certains de ses contemporains. Sa parole bouscule, et c'est cette aptitude à provoquer des déplacements qui suscite chez certains le désir d'accueillir durablement les Carmes d'Échaud à Lyon, sans que cela suffise à expliquer la fondation de leur couvent dans l'été 1859. Autre paragraphe, de la parole à l'institution. Le processus prend forme dans une conjoncture favorable. Les années 1830 et 1840 ont vu le retour accéléré des anciens ordres masculins dans la société française. Le rétablissement des bénédictins en 1833 à l'initiative de Don Guéranger et celui des dominicains en 1839 sous l'impulsion du père Lacordaire ont représenté un tournant, même si les trappistes, les jésuites, les chartreux et les capucins les ont précédés au début du siècle. Ils ont provoqué de vifs débats dans un contexte politique teinté d'anticléricalisme. Mais ils ont nourri aussi le rêve néo-médiéval de la chrétienté qui inspire en 1860 les moines d'Occident de Montalembert. D'autres ordres les ont vite rejoints, comme les franciscains de l'Observance, les Prémontrés et les oratoriens. On lit en note, on peut ajouter les créations étrangères, rédemptoristes et françaises, Oblats de Marie Immaculée, Assomptionnistes. Retour au texte. L'arrivée en 1839 des Carmes d'Échaud dans le diocèse de Bordeaux, à partir de l'Espagne, a pris place dans ce flux. Pour eux, le temps des nouvelles fondations débute en 1846. Et, si la première a pour théâtre le diocèse de Besançon, les suivantes se font au sud, près de l'Espagne, dont les vocations restent indispensables pour la province d'Aquitaine, rétablie par le chapitre général de l'ordre en 1853. Suit la liste des fondations: Agen, Carcassonne, Pamiers, Bagnères de Bigorre, Montpellier. Mais la création en 1856 du couvent de Rennes amorce un élargissement géographique. Suivront Saint-Omer, Notre-Dame-de-la-Gaie près de Nice, Paris, qui rendra possible la reconstitution de la province d'Avignon en 1867. La fondation lyonnaise, la 10e, se situe dans cette dynamique, même si elle est d'abord la réponse à une demande locale. Le récit de fondation, tour à tour précis et vague, met en avant l'initiative de 2 filles de la charité, affectées à l'œuvre des dames ou de la marmite, qui aident les pauvres de la presqu'île. Il s'agit de la sœur Caroline de Montpezat, dont la tante apprécie les Carmes d'Agen, le premier couvent du père Hermann, et de la sœur Marie-Françoise Marchand, qui joue le rôle principal en suggérant en 1853 de l'inviter pour faire connaître l'ordre restauré. Elle suscite des sympathies parmi les notables engagés dans les œuvres, avec, au premier rang, la comtesse Valentine Deschamps de la Villeneuve, fille de Jean Lacroix-Laval, qui soutient dès 1853 la fondation du couvent de Bagnères de Bigorre, et est, en 1856, la marraine de baptême du neveu du père Hermann, Georges Samuel Rauchheim. En 1855, lors de la station de l'Avent prêchée par le père Hermann, elle promet 10 000 francs pour la création d'un couvent, à l'instar du soyeux Claude Ponson. Les sermons donnés en 1856 et 1857 à Saint-Nizier par le père Alexis de Saint-Joseph,
un prêtre lyonnais qui a rejoint les Carmes après la première visite du père Hermann, ont également un réel impact. Une souscription est ouverte et un réseau de soutien prend forme, déjà bien configuré dans l'été 1857. Les annales citent le nom des principaux bienfaiteurs, sans que l'on puisse toujours dater leur engagement, ni même les identifier précisément. Outre les Lacroix-Laval et les Villeneuve, on trouve des représentants de familles comme les Dugas, Guérin, Bachelu, Laporte, Récamier, Rimaud, Granier, Lemire, d'Herculé, de Murard, de Moustier. Si Prosper Dugas est en tête de liste, son rôle n'est pas souligné, alors qu'il noue des rapports intimes avec le père Hermann, dès avant la création du couvent, sur la base d'une dévotion partagée. Citation, « C'est toujours le cœur le plus aimant et le plus saintement passionné pour l'Eucharistie. N'a-t-il pas 1000 fois raison? Et qu'est-ce, en effet, à côté de l'Eucharistie, ou sans elle, que la terre, et que Rome même ?» écrit Dugas en mars 1858, à la veille d'une visite à Ars, en sa compagnie et celle de quelques amis. Par Dugas et d'autres, comme le président de la Société de Saint-Vincent de Paul, Braque de la Perrière, la cause des Carmes touche la majorité des dirigeants d'œuvre, préoccupés d'enserrer la ville dans un réseau de prières et de charité, en favorisant la venue des ordres religieux. Les dominicains en ont bénéficié aussi, même si le schéma de leur implantation est différent, compte tenu du rôle prépondérant de Camille Rambaud et du nombre de frères d'origine lyonnaise. Les clercs séculiers sont en revanche peu présents, malgré la sympathie du cardinal de Bonald et de son neveu et vicaire général, Monseigneur de Serres. L'archevêque, attaché aux œuvres eucharistiques, souhaite en 1853 une présence prolongée du père Hermann à Lyon pour promouvoir l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement dans les paroisses, sans penser pour autant à créer une communauté. L'appui de Monseigneur de Serres, supérieur des Carmélites de Fourvière, est plus immédiat, et les annales le présentent comme, citation, « le plus zélé promoteur de notre établissement dans Lyon », sans que l'on puisse apporter de précision. Une égale incertitude pèse sur le rôle à distance du curé d'Ars, Jean-Marie Vianney. Le récit de fondation ne l'aborde qu'en conclusion, pour lui attribuer une grande part, entre guillemets, en raison des encouragements et des conseils donnés au fondateur. Le fait est plausible, puisque l'on sait que le curé ne ménageait pas son appui aux œuvres naissantes, et que le père Hermann s'est rendu à Ars. Prosper Dugas l'atteste. Un texte non daté, de tonalité hagiographique, publié dans La Voix du Bon Pasteur, après le décès de l'abbé Vianney, le confirme. Il évoque l'émoi des fidèles à la vue du père Hermann, l'accueil empressé du curé, le bref entretien secret des deux hommes, l'instruction du saint curé sur les douceurs du sacrement de l'Eucharistie, comme s'il avait eu l'intuition des ardeurs qui dévorent l'âme du père Hermann, et enfin le colloque entre deux hommes si éminents en sainteté, en présence des compagnons du religieux. Le curé d'Ars a-t-il pour autant envoyé, comme on l'entend, comme cela est écrit, souvent des pénitents au Carme, et parlé d'eux dans ses instructions avec le plus grand éloge, comme les annales l'affirment? La chronologie incite à la réserve, dans la mesure où l'abbé Vianney est mort le 4 août 1859, peu avant l'ouverture du couvent. Le père Hermann est alors à Lyon, et avec le prieur des Dominicains, enseignant d'Oulin, le père Captier, il assiste l'évêque de Belay de l'Angelerie pendant les funérailles donc du curé d'Ars. Le projet d'installation des Carmes prend forme à partir de 1857. Alors que le père Alexis de Saint-Joseph assure la station de Carême à Saint-Nizier, le provincial Dominique de Saint-Joseph, restaurateur de l'ordre en France, visite le couvent fondé en 1617.
Bâti sur le flanc nord de la colline de Fourvière, il occupe un plateau à mi-côte et surplombe la Saône par une imposante façade dominée par le clocher de l'église. C'est la gravure que vous avez derrière vous. Devenu bien national en 1792, cédé à la commune, puis à un propriétaire privé, il abrite depuis 1833 les corps militaires de passage et est mal entretenu. Les annales parlent d'un état navrant de dégradation, de malpropreté, de désordre et d'infection, aggravé par les événements de 1848 sur lesquels il n'est pas aisé de faire la lumière. On lit en note, les annales parlent du séjour de gardes mobiles envoyés en Algérie pour en délivrer Paris. Ils auraient mutilé les statues de l'église conventuelle. Mais le fait semble erroné. Les historiens locaux évoquent une occupation des lieux par des ouvriers révolutionnaires locaux connus sous le nom de voraces. Retour au texte. La montée des Carmes, qui donne accès par des escaliers raides au chemin de Montauban, est, citation, une des plus vilaines, des plus abruptes et même dangereuses pendant l'hiver. L'itinéraire emprunté par les voitures est encore plus repoussant. Et de plus, la présence de plusieurs milliers de soldats avait attiré dans le voisinage de la caserne une population malfamée et suspecte à plus d'un titre. Fin de la citation. Le provincial décide néanmoins de signer sans délai un contrat de rachat, sous réserve d'obtenir l'accord de l'ordinaire pour la venue des Carmes et d'attendre l'échéance du bail 2 ans plus tard. Sans doute entend-il renouer le fil de l'histoire brisée par la Révolution, dans une lecture traditionnaliste qui n'est pas surprenante de la part de l'ancien aumônier des troupes carlistes durant la guerre civile espagnole des années 1830. Mais l'attachement au passé n'est pas exclusif chez les frères et son successeur. Chez les frères et son successeur, le père François de Jésus-Marie-Joseph, alarmé par l'état du couvent, tentera de le revendre en 1859, sans trouver d'acquéreur. Pour l'heure, il s'agit d'obtenir l'accord du cardinal de Bonald, et c'est le père Hermann qui est chargé de la demande en juillet 1857. Il se heurte à une difficulté inattendue. L'archevêque est réticent, et son conseil donne un avis défavorable. Les annales relient cette attitude au souci de prudence face aux réserves croissantes du pouvoir impérial contre les ordres religieux non autorisés dans un contexte de forte croissance des effectifs. Le fait est exact, même si le changement d'orientation politique ne sera net qu'à partir de 1860. La méfiance est plus grande à l'égard des hommes, et d'abord des jésuites, que des femmes, favorisées par le décret-loi du 31 janvier 1852. Seules 5 congrégations masculines sont autorisées depuis le Premier Empire, ou le début de la Restauration, même si d'autres bénéficient de décrets d'utilité publique, comme les frères enseignants. Il ne faut pas exclure cependant une autre explication liée aux desservants des paroisses, qui redoutent parfois la concurrence des réguliers. Toujours est-il que les craintes des autorités diocésaines sont exagérées, puisque le préfet Weiss fait connaître l'absence d'opposition de l'État. Peut-être entend-il prévenir, sur un dossier secondaire, le conflit avec les élites mobilisées en faveur des Carmes. Les annales évoquent les députations des dirigeants des œuvres auprès de l'archevêque et la solidarité des religieux, à l'instar du jésuite de Jocasse, ultramontain et légitimiste, influent par la direction spirituelle. Il n'est donc pas étonnant que la Gazette de Lyon salue dès le 6 juillet 1857 la venue des Carmes en annonçant que les quelques difficultés élevées ont été heureusement aplanies. L'ordre n'anticipe pourtant pas son arrivée, malgré les nouvelles prédications du père Hermann et du père Alexis de Saint-Joseph à Saint-Martin-d'Ainay et Fourvière. Rien n'est prêt à la fin du printemps 1859, quand le contrat signé en 1857 arrive à exécution, ce qui impose un premier versement d'argent aux propriétaires. La comtesse de la Villeneuve intervient et rend possible la finalisation de l'acte de vente le 8 septembre, alors que le père Hermann séjourne souvent à Lyon depuis juillet.
Le définitoire provincial confie logiquement le couvent à celui que le chapitre provincial d'avril 1858 a élu définiteur et chargé des fondations avec le père Louis-Gonzague de l'Assomption. Le 19 juillet, il prononce le panégyrique de Saint-Vincent de Paul à Aîné. Le 2 août, il espère gagner discrètement l'indulgence de la portion de culte dans la chapelle des Clarisses, rue Salat, au cœur de la presqu'île. Mais la foule le presse de la bénir. Il doit s'y résoudre malgré sa réticence, comme le rapporte un témoin anonyme repris par l'abbé Sylvain. Le père ne pouvait ni avancer ni reculer. À un moment donné, tous ceux qui l'entourent se jettent à genoux, et le bon père, étendant sur eux ses mains sacerdotales, les bénit avec effusion. Le 6 août, on l'a dit, il participe aux funérailles du quai de Redars. Il me faut sauter une partie du texte, malheureusement. Excusez-moi, il me faut juste regarder. Là, je vais reprendre la fin, puisque d'après l'organisateur, il me reste 1 minute. Le père Hermann n'est pas un organisateur. Donc la fondation a déjà été faite, on nous raconte les débuts de la fondation. Il rejoint les convictions et les représentations du milieu intransigeant lyonnais, engagé dans la contre-révolution et la défense du pontife roi. Il le fait par la parole publique et les relations personnelles, comme avec Prosper Duglas, qui le reçoit souvent chez lui. Mais son audience déborde ce milieu, spécialement par l'accueil des pénitents qui se pressent dans l'église conventuelle. Citation, « En confessionnal, il a une parole brève, concise, d'une puissance extraordinaire, donnant ce qu'elle demande ou plutôt ce qu'elle exige. C'est une parole incisive, si on peut exprimer ainsi la profondeur de l'impression qu'elle cause à la partie la plus intime de l'âme. Comme directeur, le père Hermann est absolu, ne pouvant diriger que dans le sentier étroit des conseils de l'Évangile, ayant pour principe de faire mourir à tout les âmes qui se donnent à lui, écrit le témoin anonyme déjà cité. Ces attitudes, ces mots touchent. Sans doute, l'historien ne peut-il pas accueillir sans prudence l'édifice hagiographique de l'abbé Sylvain, qui avance quelques noms de convertis, comme ceux des musiciens du grand théâtre Baumann et Heine, pour évoquer ensuite des figures sans identité et suggérer leur multitude. Une pauvre fille allemande, un malade agonisant à l'hôpital, des condamnés à mort, une pauvre hérétique sourde-muette, une femme vieillie dans le crime. Sans doute ne peut-il pas admettre non plus sans discussion les affirmations sur l'immense crédit du père Hermann dans la ville, où les gens du peuple se jettent à ses genoux pour implorer sa bénédiction. Mais il ne peut pas récuser simplement le propos, surtout en lisant ces lignes de l'intéressé, datant de fin 1862. J'avais demandé l'année dernière à notre très révérend Père Général de m'envoyer dans nos missions aux Indes, parce que la trop grande faveur dont je me voyais entouré à Lyon me semblait un danger pour mon salut. Elle confirme le charisme du père Hermann dans la société lyonnaise, marqué par le renouveau catholique de la première moitié du XIXe siècle, comme par le renouvellement des sources de l'incroyance et la menace anticléricale. Le père Hermann quitte Lyon dans l'été 1862 pour restaurer les carmes en Angleterre, alors que le climat se dégrade dans le couvent, en raison de la confrontation des personnalités et des tensions autour du projet de fondation à Oulin, à l'initiative de la comtesse de la Villeneuve, d'un Carmel féminin dédié à l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. Il y reviendra rarement jusqu'à sa mort, et du reste, il n'avait jamais cessé son itinérance pendant les 3 années de son assignation, en dépit de ses charges conventuelles. La capitale des Gaules ne représente qu'un moment dans son parcours, et rien ne permet d'affirmer qu'elle y a joué un rôle majeur. La documentation fait défaut, du reste, pour approfondir la connaissance de son action, comme pour mesurer l'accueil des divers groupes sociaux. A-t-il prêché dans les quartiers ouvriers de la rive gauche du Rhône? A-t-il rencontré l'abbé Chevrier ou le futur abbé Rambaud? Jusqu'à quel point sa réputation est-elle restée prégnante après son départ? Du moins peut-on noter qu'elle n'a pas préservé ses frères de l'assaut anticlérical de septembre 1870 contre les ordres masculins associés à l'Empire déchu. Le couvent ne s'en remettra jamais totalement et subira une nouvelle expulsion en 1880
officielle cette fois-ci, avant de disparaître dans le contexte de l'exécution légale des congrégations à l'aube du XXe siècle. Christian Sorel, professeur d'histoire contemporaine, Université de Lyon. Merci Jean-Emmanuel. C'est avec regret que nous n'avons pas pu entendre tout le texte de cette conférence, mais je vous rappelle que les actes de cette journée seront publiés aux éditions du Carmel. Donc vous pourrez retrouver toutes ces réflexions par écrit et puis pouvoir les relire tranquillement à tête reposée